On connaît tous ces films d'horreur, pas vrai? Ceux où une tragédie donne naissance à une terrible malédiction. C'est une idée qui fait froid dans le dos, mais qui, a priori, appartient au monde de la fiction. Et si Et si cette idée était un peu plus proche de la réalité qu'on ne l'imagine? Cette phrase, elle est au cœur de la célèbre saga d'horreur The Grudge, ou Ju-on pour les puristes. Dans ces films, une mort d'une violence inouïe engendre une force surnaturelle, une force qui va contaminer un lieu et se propager, comme un virus, à tous ceux qui entrent en contact avec. Ok, alors creusons un peu ça. Et si on laissait tomber les fantômes un instant pour regarder ce que dit la science? Et si la rancune, cette rage profonde qu'on peut garder en soi, agissait comme sa propre sorte de malédiction? Pas sur une maison, non, mais sur la personne qui la nourrit. Pour bien comprendre le parallèle, revenons juste une seconde sur la malédiction du film. Le Ju-on, ce n'est pas juste un fantôme qui fait boue. Non, non. C'est une force implacable, une rage à l'état pur, née du meurtre brutal d'une famille. Une rage si puissante qu'elle a littéralement imprégné les murs de la maison. Donc si on résume les règles du jeu, ça naît de la rage, c'est lié à un endroit, ça se propage et ça perpétue un cycle de souffrance sans fin. Gardons bien ces points en tête parce qu'on va voir qu'ils ont un écho assez surprenant dans notre propre biologie. C'est précisément ici qu'on quitte la salle de cinéma pour entrer dans le laboratoire. La question n'est plus de savoir si une maison peut être hantée, mais si notre propre corps peut l'être par les effets bien physiques d'une émotion non résolue. Une étude vraiment marquante publiée dans la revue Psychological Science a fait exactement ça. Des chercheurs ont décidé de mesurer ce qui se passe réellement dans notre corps quand on choisit de ruminer une rancune par rapport à quand on essaye de pardonner. La méthode était simple, mais franchement ingénieuse. On a demandé à des participants de se concentrer sur une blessure réelle de leur vie. Dans un premier temps, ils devaient s'y accrocher, la ressasser. Et dans un second temps, ils devaient essayer d'adopter une perspective plus empathique. Et pendant ce temps, évidemment, les chercheurs mesuraient tout. Et les résultats sur le plan émotionnel étaient d'une clarté absolue. En nourrissant leur rancune, les participants se sentaient plus négatifs, plus agités, plus en colère et, point très important, ils avaient le sentiment d'avoir moins de contrôle sur la situation. Le pardon, au contraire, leur redonnait une impression de pouvoir. Mais c'est ici qu'on voit la preuve physique. Ce n'était pas juste dans leur tête. Le simple fait d'avoir des pensées vindicatives provoquait une augmentation mesurable de la tension des muscles du front, une accélération du rythme cardiaque et une augmentation de la transpiration. Bref, les signes classiques de la réponse au stress. Le corps réagissait comme s'il faisait face à une menace bien réelle. Et quand ces pics de stress se produisent encore et encore, jour après jour, à chaque fois qu'on rumine cette vieille rancune, ça crée ce que les scientifiques appellent une charge allostatique. Il faut voir ça comme une usure lente mais constante de notre organisme. C'est l'équivalent biologique d'une malédiction qui érode lentement notre santé. Alors, si c'est si mauvais pour nous, physiquement et mentalement, pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Passons maintenant à la psychologie derrière la rancune pour comprendre comment ce piège se referme. Cette analogie d'une thérapeute est parfaite. Elle montre bien ce côté presque compulsif et autodestructeur de la rancune. On sait que ça fait mal, mais une partie de nous ne peut pas s'empêcher d'appuyer sur la blessure encore et encore, comme pour vérifier qu'elle est toujours là. En fait, une rancune peut remplir plusieurs fonctions psychologiques assez toxiques. Elle peut valider des croyances négatives qu'on a sur soi-même, elle maintient une connexion, même négative, avec la personne qui nous a fait du mal, et elle nous enferme dans un cycle de rumination qui perturbe notre présent. C'est un véritable poison pour la paix intérieure. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement à une malédiction de film d'horreur, celle-ci n'est pas une fatalité. Il existe des stratégies concrètes pour s'en libérer. Alors changeons de ton et voyons comment on peut reprendre le contrôle. Ce plan est à la fois simple et puissant. L'écriture permet de sortir les choses de sa tête, de clarifier ses pensées. L'acte symbolique de détruire la lettre peut être incroyablement libérateur. Et ce qui est crucial, c'est l'étape 3. Il ne s'agit pas de pardonner pour l'autre, mais de lâcher prise pour soi. Le but est de se libérer soi-même. On en arrive donc au cœur du sujet. La comparaison entre la fiction et la réalité nous montre une différence qui est fondamentale. C'est le message clé de toute cette analyse. Dans le film, les personnages sont des victimes passives d'une force extérieure. Dans la vie, face à la rancune, c'est nous qui avons le pouvoir de décision. Maintenir la rancune, c'est choisir de perpétuer son propre stress. Lâcher prise, c'est choisir de briser le cycle. Et ce choix a des récompenses bien réelles et prouvées scientifiquement. Lâcher une rancune, c'est associé à moins d'anxiété, moins de dépression, une meilleure pression artérielle et même une diminution de la perception de la douleur. Ce ne sont pas des bienfaits abstraits,
Ce sont des améliorations concrètes pour la santé physique et mentale. Au final, on ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut changer la façon dont on laisse le passé affecter notre présent et notre avenir. La rancune maintient la blessure active dans notre corps. Choisir de s'en libérer, c'est décider de commencer à guérir, ici et maintenant. La vraie question, c'est de savoir quelle histoire on choisit d'écrire pour soi-même.